Bonsoir, messieurs et dames. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois un dimanche, puisque nous sommes au JDS, Journal du dimanche au soir. Et ce dimanche, il est bien particulier, puisque c'est dimanche de Pâques, un dimanche que nous souhaitons joyeux pour tous les fidèles chrétiens, et on dira aussi tous les Burkinabés de façon générale. Et ce JDS, justement, il sera marqué par un sujet, la caisse de dépôt et consignation du Burkina Faso CDCBF. Le comité stratégique du programme d'appui s'est réuni il y a une semaine, centraliser la gestion financière et l'épargne institutionnelle pour le développement à long terme. C'est le but de cette caisse. Où en est-on plutôt avec son opérationnalisation? Le directeur général de la caisse de dépôt et consignation du Burkina Faso, ancien Premier ministre Paul Kabatieba, sera d'ailleurs sur ce plateau pour répondre à ces questions. Et puis économie toujours. Un zoom que nous allons partager dans ce JDS, zoom sur un marché de poissons, celui de Koubli, situé à une quinzaine de kilomètres de Ouagadougou, un marché vieux et réputé. Et enfin, on aura aussi droit au sport. Éliminatoire Cannes 2021, on connaît 23 des 24 qualifiés, certains grands absents. Le Covid s'invite toujours dans les débats avec un certain Sierra Leone Bénin. Quelle analyse? La réponse avec Claude Rombard, qu'on aura aussi sur ce plateau. C'est le déroulé de ce JDS, Journal du dimanche au soir, et on commence par la première actualité annoncée. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme triennal 2021-2024 de la Caisse de dépôt et consignation du Burkina Faso, le comité de pilotage a tenu une rencontre. C'était le vendredi 26 mars dernier. C'était en visioconférence. Covid, on va dire, oblige. L'évaluation du programme d'appui à la CDCBF et les perspectives ont été discutées par les participants. On suit ce reportage et après, on reçoit le directeur général de la Caisse. Cette réunion par visioconférence se tient dans le cadre de la mise en œuvre du programme triennal 2021-2024 de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina CDCBF. Objectif, évaluer le programme d'appui à la CDCBF et définir les perspectives pour les années à venir. Occasion pour le ministre en charge de l'économie et des finances, Lassane Kaboré, de rappeler l'apport de la Caisse des dépôts et des consignations du Burkina Faso au développement du Burkina Faso. Le projet qui est la Caisse des dépôts et consignations du Burkina, c'est véritablement un instrument qui devrait mobiliser les ressources longues pour permettre donc de financer le développement au niveau du pays, aussi bien au niveau des collectivités locales. Vous savez que nous sommes en train de pousser pour la décentralisation et aujourd'hui l'instrument qui doit financer le développement au niveau des communes et des collectivités, c'est bien sûr la Caisse des dépôts et consignations. Selon le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina, Paul Kabatieba, de nouveaux modèles de gestion sont en train d'être mis en place pour assurer la viabilité de la CNSS, de la Carrefour et de la Poste. Pour ces derniers, il est question de centraliser la gestion financière et l'épargne institutionnelle pour le développement à long terme. À la différence de ce qui se faisait avant, ces fonds qui étaient déposés dans les banques commerciales maintenant vont servir à financer l'intérêt général. Ça ne va pas être utilisé pour financer les intérêts privés des banques, mais ces fonds maintenant vont être canalisés pour financer l'intérêt général des Burkinabés, à travers les financements des hôpitaux, à travers les financements des universités, à travers les financements de l'accès à l'eau, à l'assainissement, etc., etc. C'est ça la question, à travers les financements du logement social. Et le ressort également de cette visioconférence entre l'Agence française de développement AFD, la Caisse des dépôts et consignations de France, la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso et Expertise France, qu'un mémorandum d'entente quadripartite sera signé lors d'une mission conjointe à Ouagadougou dès que les conditions sanitaires le permettront. Un projet de protocole d'accord bilatéral entre les deux caisses des dépôts et consignations France et Burkina est également envisagé pour préciser tous les domaines de coopération possibles. Nous vous le promettions et nous l'annoncions en titre. Le directeur général de la Caisse de dépôt et consignation du Burkina Faso est sur ce plateau avec nous, l'ancien Premier ministre Paul Kabatieba. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est un véritable plaisir. On ne vous a pas tout le temps sur les plateaux, donc c'est un honneur. Mais moi aussi, je suis très honoré d'être avec vous ce soir. Et je voudrais profiter de votre caméra et de votre micro également pour souhaiter une très bonne fête de Pâques à tous nos compatriotes qui sont catholiques et à tous les Burkinabés.
et souhaiter en tout cas que l'année nouvelle soit une année de paix et de bonheur et de réconciliation pour tous les Burkinabés. Je suis convaincu que cette maladie, cette pandémie du Covid, le Seigneur, en tout cas dans sa grâce, va atténuer cette maladie et qu'on aura une année plus apaisée, là où les Burkinabés pourront travailler davantage, les enfants aller à l'école, et en tout cas là où l'épidémie pourra redémarrer. D'accord. Merci bien. J'ai un autre visage, parce qu'on est en plein dans la page économique. David Nana, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy, c'est toujours un plaisir. Évidemment partagé. Et on reçoit ensemble donc le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. On va commencer par la première question, parce qu'ici aussi il faut faire beaucoup de pédagogie. C'est quoi une caisse de dépôt et consignation? Son rôle et ses missions? Bon, historiquement, la première caisse de dépôt et consignation a été créée en France en 1816. Donc ça fait plus de 200 ans. Alors, le modèle de la caisse de dépôt et consignation est toujours valable, puisque des caisses de dépôt et consignation ont été créées maintenant d'abord au Maroc, ensuite en Tunisie, tout ce qui concerne l'Afrique, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, et au niveau de l'Union monétaire ouest-africaine, on a vu également ces dernières années les créations des caisses de dépôt au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Burkina Faso. Ça veut dire que le modèle des caisses de dépôt fait école. Pourquoi il fait école? Parce que c'est un modèle qui a réussi depuis 200 ans. C'est un modèle qui a permis de transformer la France, de construire la France. Et c'est pourquoi nous aussi, on pense que, en tout cas pas nous, c'est le président du Faso qui a eu la vision, qui a eu la décision politique de créer une caisse de dépôt et consignation, parce que c'est une institution financière spécifique pour essayer donc d'améliorer les financements de l'économie burkinabé. Parce qu'une caisse de dépôt et consignation, c'est pas la même chose, c'est pas une banque, parce qu'une banque reçoit des dépôts du public. La caisse de dépôt et consignation ne reçoit pas des dépôts du public. Une banque, ça accorde des crédits à des particuliers, à des entreprises, à l'État. La caisse de dépôt et consignation ne fait pas de crédit directement. Donc, ce n'est pas exactement une banque. La caisse de dépôt et consignation du Burkina Faso a été créée par la loi 023-2017 AL du 9 mai 2017 avec des missions vraiment spécifiques. Ces missions, ça consiste donc à centraliser les dépôts et les consignations, et ensuite à pouvoir transformer ces ressources qui sont collectées, qui sont centralisées, pour financer ce qu'on appelle l'intérêt général. L'intérêt général, ce sont les universités, ce sont les hôpitaux, et ce sont également les infrastructures en électricité, les infrastructures d'adduction d'eau potable, d'assainissement, etc., etc. C'est ça le rôle d'une caisse de dépôt et consignation, pour résumer. D'accord. Et la seconde question, vous dites ça fait école, ça a montré dans les pays où on a décidé d'entrer dans cette dynamique-là que les résultats étaient probants. Ça, c'est peut-être les réalités outre part. Pourquoi, pour ce qui est du Burkina Faso, on a décidé d'y aller? Vous avez été l'un des artisans, ça il faut le dire de façon très claire, pour qu'on y aille et qu'on soit dans cette dynamique. Pourquoi? Quels sont les éléments au Burkina qui ont fait qu'on devrait vraiment faire passer ce cap-là? Je voudrais modestement dire que c'est la volonté du président du Faso. C'est la volonté du président du Faso dans sa volonté de réformer notre système bancaire et financier. Parce que à l'analyse de la situation de l'économie du Burkina Faso, il s'est aperçu qu'il y avait des insuffisances au niveau de notre système bancaire et financier. Et quelles sont ces insuffisances? Vous voyez, les banques commerciales dont nous avons hérité et qui sont au Burkina Faso et qui font très bien leur travail, on les félicite, ils font très bien leur travail. Il y a un certain nombre d'insuffisances dans notre système bancaire et financier. Je prends un exemple, c'est le financement des petites et moyennes entreprises, ou le financement des petites et moyennes industries. Alors, les jeunes qui ont de bonnes idées, mais qui n'ont pas de garantie, lorsqu'ils vont auprès des banques, les banques ne sont pas toujours prêtes à pouvoir accompagner ces initiatives, parce que les banques vont estimer que c'est trop risqué. C'est un secteur qui apparaît trop risqué pour les systèmes bancaires classiques. Voilà une activité qui va être prise en charge par la Caisse de dépôt et consignation
notamment l'appui au financement des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. Parce que nous pensons que c'est très important pour permettre à nos jeunes qui sortent de l'université ou qui ont appris un métier de pouvoir bénéficier des financements pour pouvoir s'installer et produire. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est le financement du logement social. Vous qui êtes des jeunes, vous aspirez tous à avoir un logement pour pouvoir mettre votre famille en sécurité. Alors, mais le logement, c'est synonyme également de financement à long terme. Parce que pour financer un logement, il ne faut pas un prêt sur une durée, par exemple, de 5 ans ou de 6 ans ou de 7 ans. Vous ne pourrez pas rembourser en 5, 6 ans. Ce n'est pas possible. Un fonctionnaire ne peut pas le faire. Le logement a besoin de financement sur de long terme. Par exemple, des financements sur 20 ans, 25 ans. Aucune institution financière sur la place du Burkina Faso aujourd'hui, une banque classique ne peut le faire. Pourquoi ? Pour la simple raison que quand vous regardez les ressources des banques, c'est des dépôts à vue. Les dépôts à vue, les salaires que vous transférez, que nous transférons tous au niveau des banques, c'est des dépôts à vue, c'est de l'épargne liquide, ou bien des dépôts à terme. Ces dépôts à terme ont souvent une durée qui ne dépasse pas 2, 3, 4, allez, jusqu'à 5 ans maximum. Comment voulez-vous, avec des ressources qui ont une durée de 5 ans, pouvoir financer une politique de logement avec des engagements qui vont jusqu'à 20, 25 ans? Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut créer une institution financière qui est dotée donc de ressources non seulement qui sont consistantes, mais qui est également dotée de ressources à long terme. Et que cette institution peut transformer pour soutenir la politique du logement. Parce que la politique du logement, elle a 2 objectifs. D'abord, c'est un objectif social, parce que le président de Faso l'a dit. Il faut absolument que les jeunes burkinabés, les travailleurs burkinabés, tous les burkinabés puissent accéder à un logement décent. C'est un droit. Tout le monde doit avoir un logement décent. Surtout les jeunes travailleurs. Et ça, c'est du point de vue de la politique sociale. Mais il y a également un enjeu économique autour de la politique du logement. L'enjeu économique, c'est le soutien au secteur du bâtiment et des travaux publics et le soutien à l'économie nationale. Il y en a qui disent souvent que lorsque le bâtiment va bien, c'est que l'économie va très bien. Vous voyez, quand on prenait en considération ces 2 aspects, ça montre que le gouvernement, l'État, a le devoir et également intérêt à pouvoir soutenir la filière, donc le secteur du logement. Voilà la deuxième raison. La troisième raison, c'est le financement des collectivités territoriales. Quand vous allez dans nos provinces, quand vous allez, moi je suis de Tougan, excusez-moi de prendre un exemple, quand j'arrive à Tougan par exemple, on a besoin d'une centrale électrique. Alors, mais il n'y en a pas. Alors que nous avons en abondance de soleil. Si nous avions une centrale solaire qui nous produisait, je ne sais pas, maximum, 5 MW ou 4 MW, ça suffirait pour couvrir nos besoins d'électricité. C'est un service payant qui se paye tout seul. Mais qui va financer? Il faut bien qu'il y ait une institution qui accepte, par exemple, financer cette centrale et qui va se rembourser tout seul, mais peut-être 50 ans, 60 ans. Mais qui a la faculté de pouvoir financer une telle institution? Il va falloir à ce moment-là qu'on aille chercher auprès de nos bailleurs de fonds des financements appropriés pour le faire. Mais même ça, si les études de marché, les études de rentabilité montrent que pour rentabiliser une centrale solaire à Tougan ou à Gawa ou à Waïguia, il faut un investissement qui va durer par exemple sur 50 ans ou sur 30 ans. Aucune institution financière burkinabé ne peut le financer. Et il va falloir aller chercher à l'étranger. Et même ça ne va pas être simple. La Caisse des dépôts et consignations aura les moyens financiers et également la technique financière qu'il faut pour financer ce type d'investissement dont nos communes, dont nos régions ont besoin pour s'équiper. L'électricité, l'eau potable, l'assainissement, les universités, les écoles, etc., etc., etc. Voilà un peu la vocation de la Caisse des dépôts et consignations. Merci beaucoup, Geoffroy. Moi, je devais d'abord commencer par un petit commentaire. Il faut dire que vous n'êtes pas nouveau dans ce système de caisse de dépôt et de consignation, puisque vous avez été même à la Caisse de dépôt et de consignation de la France. Oh oui, vous avez une expérience là-bas. Je dois saluer également, d'après ce qu'il explique, c'est l'intérêt général. Mais on dit aussi que l'intérêt général, c'est la somme des intérêts individuels. Mais est-ce qu'en s'installant comme caisse de dépôt et de consignation, vous ne faites pas ombrage à certaines banques commerciales? Est-ce que vous ne posez pas une certaine concurrence vis-à-vis de ces banques classiques-là?
Non, pas du tout. La Caisse de dépôt et consignation a vocation à compléter notre système bancaire et financier. Comme je vous ai dit, le président du FASO, dans son programme, a fait une analyse de notre économie de manière générale. Et on s'est aperçu que les banques commerciales font très bien leur travail. Maintenant, on s'est aperçu également que on ne peut pas développer le Burkina Faso. C'est impossible de développer le Burkina Faso, de financer de manière adéquate l'économie du Burkina Faso si on n'introduit pas ce qu'on appelle une certaine dose de spécialisation dans notre système bancaire et financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de secteurs spécifiques qui ont besoin de mécanismes de financement spécifiques. Et si on ne les met pas en place, si on laisse ces secteurs comme ça, les banques commerciales n'ont ni l'expertise, ni les ressources, ni les savoir-faire pour pouvoir prendre en charge ces secteurs-là. Ces secteurs, c'est ce que je vous ai dit. C'est par exemple tout ce qui concerne le financement des collectivités territoriales, tout ce qui concerne le financement des petites et moyennes entreprises, et tout ce qui concerne également le financement du logement social. Voilà des secteurs qui sont extrêmement importants pour l'économie nationale. Ce sont également des secteurs qui sont extrêmement importants pour notre cohésion sociale, pour la vision que nous avons de l'avenir de notre pays, mais qui ne peuvent pas être pris en charge actuellement par les banques commerciales parce qu'elles n'ont pas les ressources appropriées, qui sont des ressources à court terme, parce qu'elles n'ont pas vocation à s'engager sur des durées qui sont très longues. Ce n'est pas leur rôle. La création de la Caisse de dépôt et consignation vient ici compléter ce jalon manquant dans notre système bancaire et financier en apportant une institution qui a les ressources appropriées, qui a également l'expertise qu'il faut et qui a également à cœur de pouvoir appuyer les politiques publiques, les politiques de l'État pour pouvoir financer de manière plus efficace l'économie du Burkina Faso. Donc c'est un complément. Parce que tout ça, ça procède d'une vision globale de notre système bancaire et financier. La création de la Caisse de dépôt et consignation n'est pas sortie comme ça. Ça n'a pas été créé comme ça, c'est un coup de tête. C'est tout cela, ça procède d'une vision globale de notre système bancaire et financier. Et c'est dans la manière dont nous voyons, dont le président du FASO voit, comment notre système bancaire et financier doit être. Comment il doit se projeter dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour que l'économie du Burkina Faso soit mieux financée. Pour que la croissance économique au Burkina Faso soit plus forte. Quelle peut être la contribution de notre système bancaire et financier? C'est cela. Il faut, à mon sens, une dose de spécialisation. Il faut que ces secteurs-là, le logement, les collectivités territoriales, les PME, l'agriculture, soient pris en charge par des secteurs spécifiques. Je vous donne un exemple. Vous voyez, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités avec le président Roch Marc Christian Kaboré, qu'est-ce qu'il a fait? En accord avec les associations paysannes, il avait promis de créer une banque agricole. Pourquoi? Vous savez, toute la stratégie du Plan national de développement économique et social, le PNDS, était bâtie toujours sur la transformation structurelle de notre économie. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture et l'élevage occupent presque 70 à 80% de notre population. En termes de contribution à la richesse nationale, l'agriculture et l'élevage contribuent pour à peu près 30% au produit intérieur brut du Burkina Faso. Mais l'ambition, c'est d'augmenter cette contribution donc au PIB, au produit intérieur brut, mais également de faire en sorte que on puisse atteindre la souveraineté alimentaire et qu'on puisse moderniser notre agriculture. Mais comment le faire sans argent? C'est pour ça que le président du FASO a priorisé la création d'une banque agricole. Vous savez, nous avions, vous devez le savoir, on avait avant une banque agricole qui s'appelait la BACB, c'est la BACB, je crois. La BACB, la banque agricole du FASO, quelque chose comme ça, qui avait été à l'époque, qui a été vendue, vous devez le savoir, mais j'ai été vendu, mais je suis de ceux qui pensent. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas développer un pays. On ne peut pas financer de manière efficiente une économie sans une dose de spécialisation. Ces secteurs spécifiques doivent être pris en charge par des banques dont c'est la vocation, dont c'est le savoir-faire. C'est pourquoi le président de FASO a créé cette banque-là, la banque agricole. Ce n'est pas la seule. La création de la Caisse de dépôt et consignation participe de la même vision. De la vision que nous avons de notre système bancaire et financier, de prendre en charge la totalité des secteurs et
de faire en sorte que le financement de l'économie soit la plus efficace possible. Les banques commerciales pour les services généraux, mais les secteurs spécifiques comme les PME, PMI, comme le logement social, comme l'agriculture, comme les collectivités territoriales, doivent être pris en charge par des banques qui ont une vocation spécifique. Voilà un peu la vision. Juste à présent, on parle encore de l'opérationnalisation de cette caisse. Où est-ce qu'on en est de façon concrète? On vous a vu avec vos partenaires en discussion le 26 mars dernier. Aujourd'hui, on en est où dans cette opérationnalisation? Alors, nous avons, depuis la création de la Caisse de dépôt et consignation, je l'ai dit, par la loi 023 du 9 mai 2017, c'est vrai, des progrès ont été accomplis, mais il reste encore des chemins à parcourir. Qu'est-ce qui a été accompli et qu'est-ce qui reste à faire? Ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est avec nos partenaires qui nous accompagnent, la Caisse de dépôt et consignation de la France nous accompagne au titre de l'assistance technique. L'Agence française de développement nous a accompagnés également parce qu'ils ont été séduits par le modèle que le président du FASO a défendu, le modèle des caisses de dépôt et consignation que nous avons défendu. Ils ont été séduits, ils ont décidé de nous accompagner. Ils ont injecté à ce jour plus de 3 milliards de concours. Parce que ce sont eux qui ont financé, qui nous ont accompagnés pour financer ce qu'on appelle le plan d'affaires ou le business plan. Ils nous ont accompagnés pour faire des business plans. J'ai demandé également à ce que, compte tenu de la spécificité de cet établissement financier à statut spécial qu'est la Caisse de dépôt et consignation, qu'on fasse ce qu'on appelle un modèle prudentiel. Un modèle prudentiel pour regarder un peu quels sont les paramètres du risque à surveiller et quels sont, les techniciens appellent ça, quelle est la sensibilité au risque de l'institution que nous devons préserver, que nous devons observer pour la préserver contre les risques majeurs auxquels une banque est exposée. Cette étude a été faite par un cabinet d'actuaires qui est en France, à la suite d'un appel d'offres international. Ça a été financé également par l'Agence française du développement. C'est un instrument indispensable si on veut avoir une gestion de bonne qualité, que ce soit une gestion d'épicier de la banque. Et ça aussi, on a eu ça. Cette étude a été financée. Ce que l'AFD, l'Agence française de développement, a financé également en faveur de la Caisse de dépôt et consignation de Burkina Faso. Vous savez, ce sont les études pour l'organisation de la Caisse de dépôt et consignation. Comment ça doit être organisé, quelles seront les attributions de la direction générale. Vous savez, il y a 3 organes à la Caisse de dépôt. Vous avez la direction générale, vous avez la commission de surveillance et vous avez direction générale, la commission de surveillance et vous avez enfin le 3e organe, c'est le caissier général, notre caissier général. Alors donc ces 3 organes-là, il faut également les former. Donc la Caisse de dépôt et consignation bénéficie d'un programme de formation avec l'appui de l'Agence française de développement pour former tout ce personnel-là, notamment vous savez, les membres de la commission de surveillance, ce sont essentiellement des parlementaires. Vous savez, dans la commission de surveillance, il y a 11 membres. Dans ces 11 membres, vous avez 5 parlementaires. 5 parlementaires, dont 3 de la majorité présidentielle et 2 de l'opposition. Vous avez également 2 personnes qui sont nommées intitulées par le président de l'Assemblée nationale en fonction de leur expérience et de leurs compétences. Ça fait donc 7 personnes qui sont nommées par le président de l'Assemblée nationale. Ensuite, vous avez la 8e personne, c'est un membre de la Cour des comptes. Ensuite, vous avez 3 personnes qui sont nommées par le ministre en charge des finances, dont le directeur général du Trésor, S-Qualité, ça fait 9, et 2 autres personnes qui sont nommées, ça fait 11 personnes. Ce sont ces 11 personnes qui forment la commission de surveillance. Donc, mais il faut les initier, il faut les former un peu pour les expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc le plan là, l'appui dont nous bénéficions de l'AFD permet également de former les membres de la commission de surveillance et le personnel. Nous avons commencé à recruter également des jeunes à la Caisse de dépôt et consignation et il faut les former. Par exemple, ceux qui vont s'occuper des choix des investissements. Il faut qu'ils soient formés. Ceux qui vont s'occuper du suivi des risques, il faut qu'ils comprennent ce que c'est. Ceux qui vont s'occuper également de relations avec les partenaires. Nos partenaires, c'est qui? Nos partenaires, ça va être par exemple la Carrefour,
puisque les ressources de la Carrefour doivent être transférées à la Caisse des dépôts. Nos partenaires, ça va être par exemple la CNSS, puisque les ressources de la CNSS doivent être transférées à la Caisse des dépôts. Nos partenaires, ça va être également la Poste au Burkina Faso, puisque les ressources de la Poste, notamment celles qui sont collectées au titre de comptes de chèques postaux, de CCP que nous avons tous, ou bien les livrets des caisses d'épargne, doivent être transférés. Il faut qu'on puisse entretenir des relations de confiance avec tous ces partenaires-là, puisqu'ils vont transférer les ressources à la Caisse des dépôts et consignations. Pourquoi c'est important? Parce que ces partenaires vont transférer les ressources. Il faut qu'on se mette d'accord sur la fraction de leurs ressources qui va être transférée à la Caisse des dépôts. On ne va pas racler toute la trésorerie. Il faut qu'on leur laisse une partie de leurs ressources pour leur permettre de fonctionner. Donc, voilà, ça c'est des choses qu'il faut arrêter. Deuxième enjeu, c'est également les conditions de rémunération. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde sait que ces institutions qui sont les partenaires de la Caisse des dépôts et consignations déposent leurs avoirs dans les banques pour bénéficier souvent de ce qu'on appelle des dépôts à terme. Aujourd'hui, avec la loi 023 et la loi 024 qui créent la Caisse des dépôts et consignations, ces fonds doivent venir à la Caisse des dépôts et consignations. Donc il faut qu'on se mette d'accord avec ces partenaires, voir comment est-ce qu'on va rémunérer ces avoirs-là pour que ces institutions qui sont nos partenaires puissent équilibrer leurs charges et éventuellement bénéficier d'une marge pour pouvoir financer leurs projets. Mais alors, de toute façon, il faut que ces discussions que nous devons engager avec nos partenaires puissent permettre d'organiser le transfert harmonieux de ces ressources-là, de ces ressources de ces institutions vers la Caisse des dépôts et consignations, tout en maintenant la viabilité financière de toutes ces structures-là. Aussi bien la Carrefour, la CNSS, la Poste, que la Caisse des dépôts et consignations, parce que toutes ces institutions concourent au développement du Burkina Faso. Toutes ces institutions ont vocation à améliorer les financements de l'économie nationale. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, il n'y a pas de concurrence inutile entre les institutions. Ce qui est important, c'est l'intérêt du Burkina Faso. Une dernière question. Je retiens que vraiment, j'allais venir avec cette question qui tendait à savoir comment les intérêts allaient être payés par rapport à ces partenaires-là, mais vous avez répondu à la question. Non, je pense que c'est déjà bon parce que vous avez... C'est bon que je revienne là-dessus. Vous êtes déjà... Je vais revenir, c'est important. Mais moi, après, ce que je voudrais savoir... Sur comment est-ce que ce qui est déposé sera rémunéré. Parce que ça motive. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez la Poste, la Poste historiquement la Poste, ça va être trop long si je rentre dans c'est la rémunération. Alors, ils ont par exemple le CCP. Le CCP, c'est pas rémunéré. Mais par exemple, les livrets des caisses d'épargne. Les livrets des caisses d'épargne que nous avons tous eu quand nous étions jeunes, je crois qu'il est rémunéré à 3,6%. Un taux d'intérêt annuel de 3,6%. Mais ce n'est pas la Poste qui fixe le taux d'intérêt, c'est la BCAO. Parce que c'est la petite épargne, c'est l'épargne populaire. Bon. C'est la même chose qu'ils ont créé un nouveau produit qui s'appelle l'épargne retraite, qui donne la possibilité aux Burkinabés qui le souhaitent de pouvoir donc préparer leur retraite par une épargne personnelle. Et je vois que c'est rémunéré autour de 4%. Donc vous voyez, ça c'est une contrainte pour la Poste. Vous voyez, les épargnants de la Poste s'attendent chaque année à recevoir un taux d'intérêt soit de 3,6% au titre du livret de caisse d'épargne, soit de 4% au titre donc de livret d'épargne retraite. Alors, si c'est une toute ou partie de cet argent est transféré à la Caisse des dépôts et consignations, il faut que la Caisse des dépôts et consignations puisse assurer une rémunération suffisante pour couvrir ces engagements que la Poste a pris vis-à-vis de ses épargnants et même ajouter un plus. Soit au moins au même taux ou alors plus. Absolument. Vous êtes un très bon financier. Et les financiers appellent ça, c'est ça, on va appeler ça par exemple, il faut trouver ce qu'on appelle une sorte de point mort. Il faut une sorte de point mort, c'est le taux d'intérêt, critique. Moyen à partir duquel on peut pas, la Caisse des dépôts doit rémunérer les avoirs de la Poste. On ne peut pas rémunérer ça en dessous de ce taux, sinon la Poste sera en déficit. Un plancher. Voilà, c'est un plancher. Donc, il faut aller au-dessus. Mais
il faut aussi que la Caisse de dépôt et consignation, en plaçant ses avoirs sur le marché, puisse bénéficier de taux d'intérêt qui soient supérieurs à ces niveaux-là, sinon la Caisse de dépôt ne peut pas payer. Donc vous voyez, il y a deux paramètres. Il y a les contraintes de gestion de la Poste, des engagements que la Poste a pris vis-à-vis de ses clients, d'un côté, mais de l'autre côté aussi, il y a les réalités du marché. Si les taux d'intérêt sur le marché le permettent, on peut faire ça. La Caisse ne peut pas se permettre d'être riscophile sur les marchés. Elle ne peut pas se permettre d'être riscophile sur les marchés. Non, vous avez très bien dit, la Caisse de dépôt et consignation a été créée pour protéger l'épargne retraite de Burkinabé. Il n'est pas que toutes les opérations de la Caisse de dépôt et consignation bénéficient de la garantie de l'État. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous voyez les fonds de la Carrefour, de la CNSS, ils sont placés par exemple dans des banques commerciales, mais il n'y a aucune garantie dessus. Je ne dis pas que les banques vont faire faillite. Je ne dis pas ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la Caisse de dépôt et consignation, toutes ces opérations bénéficient au terme de la loi de la garantie de l'État. Et l'État a le devoir de protéger la retraite des Burkinabés. Les jeunes Burkinabés qui vont cotiser pendant 30 ans, 40 ans, pour pouvoir bénéficier à la fin de leur période de vie active, de leur retraite, ça c'est quelque chose de sacré, c'est un engagement sacré. Il faut que cet argent soit confié à une institution tiers de confiance. Et c'est pour ça que le législateur a placé la Caisse des dépôts sous la protection du Parlement, pour éviter que l'exécutif ne puisse puiser dedans pour faire quoi que ce soit. C'est pour ça que la Caisse des dépôts est placée sous la protection du Parlement via la commission de surveillance. C'est pour éviter qu'il y ait donc cet amalgame entre l'exécutif et le législatif. C'est parce que la gestion de ces fonds-là est sacrée pour le gouvernement, c'est sacré pour le président. C'est pourquoi on a créé ces deux piliers. Un pilier qui est l'exécutif, qui est incarné par la direction générale, mais le deuxième pilier, c'est la commission de surveillance, qui est dirigée par l'Assemblée nationale. C'est ça. Donc, c'est pour dire que c'est pour ça que cet argent-là doit être protégé. C'est la même chose que l'épargne populaire. Les dépôts qu'il y a actuellement au niveau de la Poste, c'est de l'épargne populaire. C'est de l'épargne, vous voyez, de tout le monde. Les livrets de caisses d'épargne, les CCP. Même les conditions de rémunération de cette épargne-là sont définies sont arrêtées par la Banque centrale. Voilà, donc l'État a le devoir de protéger cette petite épargne. C'est pourquoi donc la gestion financière de tous ces fonds doit être transférée à la Caisse des dépôts qui a un établissement public à statut spécial, qui a également qui bénéficie de la garantie de l'État pour toutes ces opérations, et aussi qui a l'expertise pour faire ce travail-là. C'est pour ça que la Caisse des dépôts a été créée. Il y a cet aspect-là, mais il y a l'aspect aussi, il y a la gestion centralisée, la gestion financière centralisée, mais il y a aussi la nécessité de recycler ces avoirs-là pour le financement de l'intérêt général. Au lieu de laisser cet argent dormir dans les banques, l'État doit pouvoir, selon les techniques financières spécifiques que nous connaissons, pour pouvoir recycler ça, pour financer l'intérêt général. D'accord. Voilà un peu. Il est tellement dans son élément qu'on risque de passer 1 heure ou 2 heures à parler de cette caisse-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au JDS, on vient et on revient. Et on espère qu'on va pouvoir vous revoir toujours sur ce sujet de cette caisse-là. Comment parler des projets que vous avez déjà exécutés ou qui sont en cours? Évidemment. Les projets. Non, on va parler la prochaine fois quand vous reviendrez. Merci bien. Monsieur Paul Kabatié va d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Caisse de dépôt et consignation du Burkina. Merci de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir. Merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation. On va continuer ces JDS avec un autre reportage. Nous l'annonçons en titre. Nous allons aller à une quinzaine de kilomètres de Ouagadougou, à Koubri pour être plus précis. Et on sait bien que lorsqu'on dit Koubri, il y a bien ces barrages. Et ces barrages-là suscitent une filière qui supporte quand même assez bien, celle du poisson. Et nous allons à la découverte d'un marché qui est vieux et qui est réputé, tenu par des dames. C'est dans ce reportage. Le marché central de Koubri,
C'est le lieu le plus mouvementé de cette ville, située à 15 km de Ouagadougou. Sa situation géographique en face de la route nationale numéro 5 est un atout pour les commerçants qui sont régulièrement visités par les clients. Tout le long du mur du marché, faisant face à la voie principale, est occupé par des vendeuses de poissons depuis plusieurs années. Des femmes qui comptent au moins 20 ans d'expérience dans la vente du poisson. Elles s'approvisionnent auprès des pêcheurs des 25 barrages que compte la commune. Il y a crevettes, il y a poisson fumé, il y a poisson frais, tout. Ici, nous avons toutes sortes de poissons et tout vient de Koubri. Nous ne prenons jamais de poissons ailleurs. Ça fait plus de 30 ans que je suis ici. Je vendais avec ma mère, mais comme elle n'a plus de force, c'est moi qui suis là. Autrefois très fréquentés, les clients se font de plus en plus rares selon les vendeuses. Malgré tout, cette activité leur permet de subvenir aux besoins de leur famille. Avant, le marché était beaucoup fréquenté, mais maintenant c'est difficile. Je crois que le Covid-19 y est pour quelque chose. Mais nous gagnons quand même un peu d'argent. Ça me permet de payer la scolarité de mes enfants, d'assurer leur alimentation et leur prise en charge sanitaire. En plus de la morosité du marché, ces femmes disent avoir un problème de conservation du poisson frais. Le comptoir de poissonnerie n'étant pas alimenté par l'électricité, il faut nécessairement de la glace pour la conservation. Les poissons là, on met dans le frigo, mais nous n'avons pas de frigo. Là, c'était des congélateurs. On veut qu'on nous aide avec des congélateurs pour mettre notre poisson. Et puis, ici là, nous n'avons pas de courant. On veut qu'on nous aide aussi, courant. Les poissons, si la pluie ne pleut pas, nous aussi, les lois sont finies. Il faut regarder dans le barrage, ce barrage là. On veut qu'on nous aide pour que le barrage, comment on dit ça? Voilà. Pour augmenter le barrage. Parce que l'eau là, c'est fini cette année, c'est fini. En plus des vendeuses de poissons, celles de fruits et légumes sont également présentes dans ce marché. Elles disent être dans la même situation, manque de clients depuis l'apparition du Covid-19. Beau reportage que nous proposait Niénié, Abdul Rahim Niénié, intéressant à suivre, avec ces femmes-là qui se battent. Et il dit, parmi elles, des femmes qui ont une expérience de 20 années de vente quand même dans cette filière. N'est-ce pas? Et c'est salutaire parce que je pense que l'un des objectifs aussi en créant ces barrages, c'est de pouvoir créer un marché local pour le bonheur, n'est-ce pas, créer des revenus substantiels pour ces riverains-là. Et ces femmes s'en citent si bien, même si elles relèvent certaines insuffisances, notamment en ce qui concerne la conservation. Mais je pense que c'est un marché sur lequel il faut compter de plus en plus. Comme vous le savez, Geoffroy, la consommation du poisson local est entrée dans l'habitude du consommateur burkinabé. Donc c'est peut-être un marché qu'il faut, je n'irai pas jusqu'à dire formaliser ou moderniser, mais je veux dire qu'il faut suivre des bras. Voilà, leur permettre de pouvoir vendre dans des conditions d'hygiène, tout, et puis peut-être proposer à ces dames-là d'être compétitives vis-à-vis du poisson que nous exportons aussi, et que nous importons, pardon. Évidemment, et elles ont posé les doléances, il faut conserver ces poissons, donc il faut moins de l'électricité. Tout à fait. C'était un bon regard que nous permettait donc Abdul Rahim Niénié. On va nous poursuivre avec un autre reportage qui nous est proposé cette fois par Michael Tougri, et ça concerne les questions d'infrastructure, voies de contournement, projet du Grand Ouaga, aménagement ou réaménagement de la voirie. Il faut dire que Ouagadougou présente en certains endroits le visage d'un vaste chantier. On connaît bien le défi qu'est celui de l'infrastructure routière et cela est touché du doigt par Michael Tougri. Pendant le premier quinquennat du président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est une capitale burkinabé en chantier dans tous les secteurs d'activité. Et les chantiers les plus visibles et à fort impact à Ouagadougou restent le bitumage de plusieurs kilomètres de voirie. Car par là, dans l'arrondissement 11, connu pour être l'un des quartiers de Ouagadougou, où la poussière règne à maître absolu. Pour les habitants de ce quartier, les voies rouges et autrefois très poussiéreuses font de plus en plus place au bitume. À l'image de cette voie, Sankara Inoussa, qui fait le bonheur des riverains.
Ça vaut 22 ans de cela que nous vivons dans ce quartier, mais les voies sont impraticables. Dès qu'une pluie tombe, on ne peut plus traverser. Et dès que la saison pluvieuse passe, nous faisons face à la poussière. Il y avait beaucoup de trous et la route n'était pas éclairée. Mais maintenant, on rend grâce à Dieu. Sinon, vraiment avant, c'était un véritable calvaire. Nous ne sommes pas encore à la saison pluvieuse, mais nous rendons grâce à Dieu. Nos routes sont devenues comme les voies de Ouaga 2000. Pour cela, nous rendons grâce à Dieu et aux autorités. Même si les travaux ne sont pas finis, à l'heure actuelle, pendant la saison de pluie passée quand même, avec les caniveaux qui ont été faits, il y a eu un peu d'amélioration parce que l'accès du quartier n'était pas aussi compliqué que ça. Voilà, on pouvait facilement rentrer dans les quartiers, puisque avant, pendant les périodes de juillet, août jusqu'à septembre, voilà, c'était pas facile pour rejoindre le quartier en véhicule. Un autre axe en chantier qui traverse le quartier Karpala, la zone 1, pour relier la commune rurale de Samba. Les travaux d'assainissement, de bitumage et d'aménagement des successions 3215, 29253 et 28201 sont en cours d'exécution. Mais ici, visiblement, ce qui fâche les riverains reste la lenteur des travaux et les désagréments occasionnés par la forte levée de poussière. Ça n'avance pas. En hivernage, l'eau, ça rentre dans nos maisons. Moi, je suis que cette année-là, ça serait pire. Vous voyez le rond-point qu'ils sont en train d'arranger là. S'ils n'arrivent pas à arranger ça avant la saison pluvieuse là, les gens vont passer où? On n'est pas content. Il faut qu'ils revoient. Au début des travaux, c'était bien. Mais maintenant, c'est la catastrophe. Je suis sûr que quand ça va finir, ça sera bien. Mais pour le moment, c'est pas facile. Ça fait 20 ans de cela que nous vivons dans ce quartier. Mais je suis sûr que si ce plan que nous voyons là tient, si la voie est achevée, notre quartier deviendra comme l'Amérique. Ce qui nous inquiète, pour le moment, les travaux n'avancent pas. Nous avons un véritable problème et en plus de ça, les travaux n'avancent pas. Après les chantiers de Karpala, direction sur le chantier de l'autoroute de contournement. Ici, c'est un ambitieux projet qui est réalisé. C'est une infrastructure routière lancée en octobre 2018 pour 36 mois d'exécution qui avance à grands pas. Objectif pour le département de Éric Bougma, densifier le réseau routier, améliorer la mobilité urbaine et la sécurité routière dans la capitale burkinabé. Dans la ville de Ouagadougou, chaque quartier a son chantier de voirie en réalisation. À Gonguin, c'est la voie passant devant le lycée Vénégré qui met fin au calvaire des populations. Dans la cité Azimo, Ouaga 2000, l'avenue Paul Amadou Yougbaré est débarrassée de sa poussière et recouverte d'un bitume. Les riverains et autres habitants de ce quartier ne se font plus de soucis. En saison hivernale, rejoindre leur domicile n'est plus un calvaire comme dans le passé. À l'image de ces voies bitumées ou en cours de bitumage dans la capitale burkinabé, ces mêmes chantiers sont aussi réalisés dans les autres villes du Burkina Faso. Ouagadougou donc, et ces voies qui sont en train d'être construites ou qui ont été construites récemment, c'est ce que voulait nous partager Michael Tougri. Mais en même temps, on voit un peu les quelques plaintes. C'est-à-dire autant la construction de la route dérange, autant la route construite arrange. C'est ça, vous avez résumé, mais peut-être avant de revenir sur ce sujet, c'est dit que c'est vrai qu'on critique, vous vous souviendrez que sur ce plateau, on a abordé la question des infrastructures qui ne sont pas durables, mais s'il y a des faits aussi, il faut encourager, il ne faut pas toujours jeter tout de la main gauche. Il y a un travail qui est en train d'être abattu, maintenant on espère que c'est des travaux qui seront durables dans le temps, sinon en termes de voirie, il y a quand même des choses à faire, mais vous faites très bien de le dire, c'est ce qu'on appelle dans le milieu des externalités. Vous savez, quand on construit une infrastructure publique, il y a les externalités qui sont deux autres. Il y a ce qu'on appelle les externalités positives, parce que ça arrange, et il y a les externalités qui sont négatives, c'est le cas avec les contournements, la poussière, tout et tout. Mais ce qui compte ici, c'est au final, il faut qu'on accepte qu'il n'y a pas parfois de développement sans douleur. Il va sans dire que chacun doit consentir à certains efforts. Mais en même temps aussi, comme je l'ai dit, il y a des externalités positives, parce que la construction d'une route aussi, parfois aussi, ça crée des petits commerces autour, et donc ça arrange certaines
une personne. Mais je pense que l'objectif final, c'est de voir la finalité. Donc, quand l'infrastructure sera finie, sinon, c'est le lieu aussi de reconnaître qu'il y a un travail qui est fait par ce département-là. Maintenant, comme je l'ai dit, veillons aussi que ça soit un travail durable et non un travail qui ne va pas durer dans le temps. Mais cela aussi passe par nous, usagers. Il faut qu'on en prenne soin. Il faut qu'on se dise que c'est un joyau ce sont des joyaux qui nous appartiennent à nous, mais que nous avons le devoir de léguer à la génération future et pour entrer dans ce qu'on appelle le développement durable. Évidemment. Et on espère qu'on aura d'ailleurs le ministre en charge de ces questions pour revenir sur ces nombreux chantiers que nous voyons dans Ouaga et puis ce qui est entrepris comme projet. Je le disais en entrée dans ce JDS que nous sommes dimanche de Pâques et on ne va pas continuer comme ça ce JDS sans marquer une halte sur ce moment qui est important et cela se fera avec un message, celui du cardinal Philippe Ouedraogo, que je vous demande d'écouter. En communion avec notre Saint-Père, le Pape François, nous voulons donner à notre Église Famille de Dieu à Ouagadougou une autre dimension de la fête de la résurrection du Christ, à savoir l'ouverture de l'année de Saint-Joseph, l'ouverture de l'année de la famille. En effet, à la solennité de Saint-Joseph, célébrée le 19 mars 2020, François a officiellement ouvert une année spéciale dédiée à Saint-Joseph et à la famille. Une année spéciale pour grandir dans l'amour familial. Nous sommes donc appelés à mettre au centre de la vie de l'Église et au centre de la vie de la société la famille, nos familles humaines, nos familles chrétiennes, pour que la résurrection de Christ leur apporte un souffle nouveau, un souffle d'amour, de persévérance, de véritable communauté de vie et d'amour. Pâques devient alors, pour nos familles, un temps d'imitation véritable de la Sainte Famille de Nazareth, dans laquelle Joseph, Marie et Jésus partageaient ensemble la voie de l'amour. Pâques devient un temps de résurrection de la vie humaine, un moment d'accueil et de valorisation de la vie et de négation absolue de ce que le pape lui-même appelle la culture de la mort, caractérisée par les méthodes contraceptives antinatalistes, l'avortement, l'euthanasie, etc. En cette fête de Pâques sera promulgué officiellement un décret épiscopal qui stipule des propositions pastorales concrètes pour un vécu fructueux de cette année pour nous, pour nos familles, pour les fils et filles de notre Église Famille de Dieu à Ouagadougou. Le message donc du cardinal Philippe Ouedraogo qu'on vient d'écouter en cette Pâques que nous souhaitons joyeuse pour tous les Burkinabés. Ceci dit, nous allons rentrer maintenant de plein pied dans la dernière rubrique, c'est la rubrique sport et c'est après ceci. Après la vie de Nana, Claude Romba. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy, je suis très ravi d'être là. Un plaisir partagé. On va parler de ces éliminatoires CAN. 23 des 24 équipes qui jouent la qualification sont connues, celles qui sont qualifiées, on dira. Certains grands absents, Afrique du Sud, Togo, dans une certaine mesure et d'autres. Et il y a ceux qui sont les abonnés habituels, qui continuent d'y être. Et puis il y a aussi la réalité de notre Burkina, nos équipes, nos étalons, qui ont passé le retour quand même, voilà, qui dans les grands conseils des nations. Voilà, c'est ce qui est très intéressant. Vous, quand vous regardez dans cette liste de 23 déjà qualifiés, qu'est-ce qui vous parle? Bon, je pense que ça va être une Coupe d'Afrique très relevée, avec des retours, notamment l'Éthiopie, le Burkina et tout ça qui reviennent. C'est déjà assez intéressant. Vous l'avez remarqué, il y a des absents également, mais c'est ça aussi, ça montre que le niveau du football
évolue partout. Et chacun également est en train de travailler pour être dans ce grand conseil des nations de football. Donc si vous remarquez l'absence de l'Afrique du Sud, c'est vrai, qui a gagné donc la présidence de la CAF, mais malheureusement qui ne sera pas à ce rendez-vous-là. Il y a également aussi le Togo, comme vous l'aviez dit, mais le Togo également aussi paye pour évidemment tout ce qui se passe dans son football avec un entraîneur qui est contesté depuis longtemps, Claude Leroy, aujourd'hui qui semble-t-il a été remercié. Donc voilà un peu quand l'environnement n'est pas serein pour le travail, évidemment, ça apporte un certain nombre de choses. Maintenant, il ne faut pas prendre cela comme... je pense qu'il faut prendre tout avec philosophie. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir tirer les bonnes leçons et les bons enseignements des éliminations. Après, évidemment, se préparer pour les échéances futures. La CAN 2000, ça c'est pour les éliminatoires de la CAN 2021 qui va se jouer en 2022, donc la CAN 2023 est déjà là. Donc ceux qui ne sont pas qualifiés, c'est pas la peine donc de tout casser et recommencer. C'est véritablement se tirer les bons enseignements et se relancer pour être présent donc à la CAN 2023. Pour dire que dans une façon générale, c'est l'évolution du football. Donc vous avez vu presque dans tous les pays, dans tous les pays, il y a des écoles de football. On essaie donc de s'améliorer, on essaie de s'organiser. Donc c'est pour dire que la compétition va être de plus en plus apte. Et les appeler, ça va être évidemment ceux qui vont travailler dans la stabilité, ceux qui vont travailler dans une organisation sereine, ceux qui vont travailler avec des projets, ceux qui vont travailler sur des visions. Et c'est ça qui va permettre donc de consolider les acquis ou en tout cas de permettre à certaines nations de pouvoir se hisser et évidemment donc développer leur football. Donc voilà un peu ce que je peux retenir. Maintenant, le Burkina Faso fait son retour. Je pense que nous tous... Nous sommes très contents de ce résultat du Burkina Faso qui n'était pas totalement donné, absent donc de la dernière édition. Et aujourd'hui, le Burkina Faso qui revient, je pense que c'est déjà tirer le chapeau au Burkina Faso par rapport à cette qualification. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup à redire. Il y a beaucoup à redire. On a vu les prestations. C'était pas les étalons à un moment fort qu'on connaissait. Et il y a du sang neuf à envoyer. Il y a des choix courageux que doit opérer notamment le sélectionneur, parce que il y en a qui sont quand même aussi, quoi qu'on dise, à la porte de la fin de carrière, quoi. Et ça va jouer. Évidemment, je pense que l'un des objectifs assigné à Kamou Malo quand il prenait la direction des étalons, c'était également de travailler à qualifier, mais de rajeunir. Je pense que ça fait partie de ses objectifs. Bon, on peut dire que la polémique est née, il faut le dire, après donc ces deux matchs, la 5e et la 6e journée. Le premier match qui a permis aux étalons de se qualifier du côté de l'Ouganda, il y avait beaucoup à redire. Les gens, on a vu, on a entendu donc beaucoup de choses autour de ce match. Mais l'essentiel c'était de se qualifier. L'essentiel étant acquis. On s'attendait évidemment à voir autre chose à Ouagadougou. Maintenant, le mot est sorti. Il faut gagner avec la manière. Mais bon, je pense que les étalons ont essayé, ils ont gagné certes, mais bon, il y a beaucoup à redire, comme vous l'avez dit. Il y a le chantier de la reconstruction que certains avaient voulu voir dès ce match, parce que ce match, il n'y avait pas forcément, il n'y avait pas d'enjeu. Donc, il fallait donc, les gens s'attendaient en tout cas à avoir du sang neuf, à voir donc des joueurs qui sont tout le temps appelés, mais qui n'ont jamais eu l'occasion donc de porter les premières sélections. C'est vrai, l'entraîneur l'a dit, je ferai le rajeunissement à petite dose, mais nous pensons que c'est à très petite dose, alors qu'à un certain moment, on est également aussi pris par le temps, puisque, comme vous l'aviez dit, il y a beaucoup de joueurs qui dépassent la trentaine aujourd'hui dans cette équipe des étalons, alors qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'évolution du football un peu partout, c'est beaucoup de jeunes, parce que de plus en plus, on bat les records de précocité en matière de football, pour dire que, bon, à partir d'un certain âge, c'est un peu difficile. L'âge de la maturité est en train donc d'être revu, évidemment, en matière de football. On est en train de partir maintenant vers 24-25 ans pour l'âge de la maturité. Donc, il va sans dire que 30 ans, tu deviens un joueur qui, évidemment, ne peut plus, ou en tout cas, certes, l'expérience y est là, mais bon, il faut dire qu'avec les jeunes qui poussent, ça va très vite, et si on n'a pas le bagage physique nécessaire, c'est difficile. Et ça s'est ressenti avec les étalons.
Surtout que nos étalons, il faut le dire également aussi, ne sont pas forcément les mieux nantis dans leur club. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément titulaires à part entière dans leur club. Donc quand vous regardez les statistiques de beaucoup de joueurs qui dépassent la trentaine et qui ne sont plus titulaires dans leur club, ça pose un problème. Je pense que le signal fort que Kamon Malo, en tout cas on s'attendait à ce qu'il donne dès ce match-là où les étalons étaient qualifiés, c'était évidemment de voir une équipe très rajeunie qui allait pouvoir montrer autre chose. Également, ce qui est reproché, c'est que dans l'élan de reconstruction, on avait voulu voir autre chose, c'est vrai, mais également aussi il y a la possibilité d'avoir 5 changements. Il fallait peut-être opérer les 5 changements dans la mesure où les étalons menaient déjà 1-0, donc il n'y avait plus grand chose à faire. Il fallait peut-être voir un certain nombre de joueurs. Ça n'a pas été le cas. On a vu, certes, N'Golo Kanté, son prénom c'est N'Golo Kanté, mais Ouedraogo Ismaïla de l'AS Douanes qui a donné satisfaction dans notre jeu, tout le monde est content de lui, mais on aurait voulu voir d'autres joueurs également dans ce registre-là. Vous avez Hassan Bandé qui n'est plus venu en équipe nationale parce qu'il a été victime de blessures. On aurait peut-être voulu le voir également, c'est vrai qu'il est rentré du côté de l'Ouganda, je crois à 10 minutes de la fin. On aurait voulu le voir également aussi parce que c'est un joueur qui lors de sa première sélection a ébloui tout le monde. Maintenant il a été blessé. Il faut aussi que l'équipe nationale lui permette de revenir très rapidement. Il y a d'autres joueurs, Mohamed Lamine Ouattara qui est le meilleur buteur du Faso Foot. On aurait voulu le voir en situation évidemment avec les étalons comme l'a fait Ismaïla Ouedraogo. Peut-être qu'avec Mohamed Lamine Ouattara qui est le meilleur buteur du championnat, qui ne figurait pas sur la feuille de match alors qu'il a figuré sur la feuille de match du match contre l'Ouganda. Après ce sont des questions qu'on se pose. Quel est le message qu'on donne à ces joueurs? Voilà, donc c'est vrai que mais comme on dit ici la critique ne doit pas permettre de se fâcher, mais la critique doit pouvoir permettre d'avancer, parce que l'objectif aujourd'hui pour tout le monde c'est qu'on ait une équipe compétitive, une équipe rajeunie, une nouvelle équipe qui arrive. C'est vrai que le rajeunissement ne se fait pas de façon brutale parce qu'on n'est pas dans une situation je pense de crise et autres, donc ça doit se faire de façon progressive, mais également aussi il faut montrer à ces jeunes là que le signal qu'on donne, l'avenir leur appartient. Et à eux de saisir leur chance. Je pense qu'on ne pousse pas les autres vers la sortie, mais les jeunes également aussi demandent à ce qu'on leur donne l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Et je pense que c'est ce message qui n'est pas totalement passé au niveau des étalons et qui fait que aujourd'hui il y a beaucoup de polémiques et que Une dernière question. On ne peut pas terminer ce JDS et la partie sport sans l'aborder. Sierra Leone, Bénin, une affaire de Covid, et à la fin, on se pose la question de savoir c'est réel les cas qui ont été donnés ou bien c'est encore des types d'arrangements et des petits calculs. Et certains évoquent même qu'il y a, on va dire, un point indépendant qui gère cette question de test. Je pense qu'il faut arriver là, parce que la question du CHAN, on en a vu la question de la Covid avec l'équipe du Cameroun. Quand c'est le Cameroun, on trouve que des gens sont... Après, quand la contre-expertise arrive, on voit qu'effectivement les gens ne sont pas atteints de la Covid, et donc on annule, ou en tout cas on met doter les joueurs les plus performants de l'équipe. C'est ce qui s'est passé avec le Bénin, où les cadres de l'équipe ont été testés positifs, alors que on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Le Bénin a riposté, a voulu donc faire demander une contre-expertise qui n'est jamais venue, et puis après ils se sont retirés et la CAF va décider. Et je pense que le fait de mettre une commission indépendante qui sera peut-être dirigée par l'OMS et qui va permettre donc de rassurer tout le monde sur les tests Covid, parce que si tu es malade, effectivement tu es malade, mais il ne faut pas aussi qu'on puisse on l'utilise pour écarter les joueurs qui peuvent impacter. Et ce qui impacte négativement sur le match. Et je pense que ce match-là devrait être joué en juin. Dans tous les cas, on attend la décision de la CAF. Mais je pense que c'est dommage pour l'Afrique. Je pense qu'on ne doit pas s'amuser avec ces genres de situations, et qu'il faut faire évidemment des tests indépendants, ou en tout cas faire ces tests-là par une commission indépendante de santé qui va être approuvée par tout le monde. Le message, il est donc donné et reçu. Merci bien. Je pense que la CAF également aussi a pris les devants, et que dans les prochains jours, sûrement qu'une décision va venir dans ce sens-là. Merci bien, on va d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, Geoffroy. Oui, joyeux Pâques encore. Merci bien. C'est terminé pour ce JDS que j'ai pris plaisir à présenter. Je vous retrouve dimanche prochain, et d'ici là, portez-vous bien.